One day I found a big book buried deep in the ground. I opened it, but all the pages were blank. Then, to my surprise, it started writing itself. Cette collection Arche vive de chez Métis Press. Merci beaucoup. Je vais me lever, ça sera peut-être plus simple pour porter de la voix, vu qu'effectivement on est... Ah ben non. C'était bien essayé, hein. Ouais. Je me suis dit super, mais je peux prendre le micro ? Bon, alors je vais prendre le micro, mais qui ne sert à rien, mais qui permet d'enregistrer ma voix. Mais comme ça, peut-être que c'est plus simple pour tout le monde et que je peux porter de la voix plus librement. Donc déjà, évidemment, merci à toutes et à tous d'être là ce soir pour cette rencontre autour de Maïté Garcia. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est d'une rencontre avec quelqu'un, un livre. De manière plus générale, c'est une rencontre avec l'humanité tout entière, mais ça passe par quelqu'un. Et il y a des moments comme ça dans sa vie où on est particulièrement fier de quelque chose, d'une décision qu'on a prise, ou plutôt de comment le destin nous a saisis pour comprendre une décision. Et donc ce soir, je suis particulièrement fière parce que ça n'est pas rien que d'avoir une Maïté Garcia qui est écrivain. Quand on la connaît un petit peu et qu'on sait que depuis longtemps, cette femme était faite pour écrire, qu'elle avait l'écriture en elle, mais que l'écriture, chez les femmes, en particulier historiquement, ça nous demande plus d'efforts, de prendre confiance, de se dire qu'on peut y arriver, même si on est plus nombreuses à écrire, on est toujours celles qui ne vont pas les prix, celles qui ne dirigent pas les collections. Ah si, justement. Il se trouve que, et c'est la deuxième personne que j'ai la fierté de connaître ce soir, Marc Logo, qui est le graphiste de Métis Press, a ouvert cette collection et qui m'en a confié la direction. Alors c'est un immense privilège de diriger une collection parce que ça veut dire qu'on va chercher des plumes, qu'on va créer des rencontres. Et donc rien n'existerait d'abord sans lui. Comme rien n'existerait sans les archives à qui sont dédiées cette collection. Alors je vais vous dire un tout petit mot sur cette collection et ensuite je vais vous parler un tout petit peu du premier ouvrage qui a ouvert la collection, du deuxième qui est entre vos mains, qui est celui de Maïté, et du troisième qui est à venir, qui est celui de Pierrine, et qui fait qu'on est trois à parler de la collection aujourd'hui. Et qu'on est trois à la présenter parce que c'est une petite famille qui s'ouvre. Donc, les documents auxquels se dédie cette collection s'appellent, dans un jargon historique, les égo-documents. Les égo-documents, ce sont les documents des petites gens. C'est-à-dire, ce sont les documents de vous et moi. On appelle ça aussi les documents du fort privé. Comme le fort intérieur, en fait. Qu'est-ce que c'est un égo-document ? C'est une pièce manquante au pulse de l'histoire. Ce sont toutes ces voix auxquelles la grande histoire n'a jamais donné parole. Ce sont des voix d'esclaves, des voix de femmes de ménage, des voix de paysans, des voix de prostituées. Ce sont des voix qui n'ont pas été considérées pendant très longtemps comme une voix nécessaire, indispensable, et que je considère moi comme essentielle. Ces documents, ils sont partout, dans toutes les archives. Ouvrez une archive, vous trouverez quelque part un égo-document. Mais ça ne suffit pas de trouver un égo-document. Soit on en fait un doctorat d'histoire, et ça reste dans le champ des historiens, dans ce qu'on appelle le métalangage. Entre soi, on se comprend, on parle des mêmes choses. Soit on va chercher une plume pour que ce document fleurisse et entre dans le quotidien des gens. Et c'est bien la force d'un livre que d'amener du débat brûlant à la table du petit déjeuner. Puisque les journaux ne font plus vraiment ça aujourd'hui, puisque plus personne ne lit quotidiennement les journaux. On n'en a plus forcément le temps ni les moyens. Vous me direz qui lit encore le matin au petit déjeuner un livre, à part Marc Logo, que je connais comme un des plus grands lecteurs. Il n'empêche, le livre a cette puissance depuis le début de nous observer et de nous permettre de nous comprendre un peu mieux. Qu'il soit écrit sur une tablette ou imprimé sur un livre, le principe du livre, c'est bien de poser la question au centre de l'humanité. Qui sommes-nous, nous qui avançons en tant qu'êtres humains? Et donc l'égo-document, moi, il m'intéresse parce qu'il permet de ramener une pièce manquante de ce pulse humain et de le faire par la voix muette de gens à qui souvent il est arrivé bien des aventures qui fait qu'ils n'ont pas pu la prendre, cette parole. Alors le premier livre qui a ouvert la collection, c'est effectivement un livre d'un jeune homme paysan de son état qui gardait des vaches dans le Val-de-Bagne à la fin du 19e, au début du 20e siècle, et qui avait 15 ans. Et ce sont des cahiers d'écriture que je découvre dans les archives au Val-de-Bagne, et j'en fais cet ouvrage qui s'appelle Bleuir l'immensité. Ce qui va me passionner là-dedans, c'est une force graphique, mais c'est ce que fait la littérature à un homme.
C'est ce que va faire la littérature à ce jeune homme curieux qui se sert de l'écriture pour apprendre à grandir, qui note tout ce qu'il entend, le nom d'école, les marches que l'on fait dans les villages, les veillées tenues par sa mère, et qui écrit, et qui écrit, et qui écrit, et qui écrit. Et écrire, c'est tenir debout pour celui qui écrit, mais c'est aussi transmettre aux autres ce qu'il entend et ce qu'il comprend. Et donc, dans ce geste de transmission, je vais découvrir un homme qui s'enracine dans sa terre et qui, comme un arbre, plus il s'enracine, plus il s'élève. Et ça va me toucher, et donc je vais en faire un livre. Et c'est comme ça que j'arrive vers Marc Legault, parce que j'envoie le manuscrit et qu'il décide de faire ce livre, et qu'il dit on va ouvrir une collection sur ces petits documents, qui s'appelle Arches vives, grâce à toi, parce que c'est toi qui as trouvé ce titre. Moi, je voulais appeler ça Retrouvailles, c'était vachement moins sexy que Arches vives. Et donc, j'avais ensuite pour mission d'aller chercher d'autres plumes. Et j'avais un document. Il y a deux manières de travailler maintenant dans la collection. C'est soit d'apporter une écriture et un document, soit il y a un document qui va chercher une écriture. Et en l'occurrence, j'avais un document qui était brûlant, qui était un cahier que j'avais trouvé dans les archives cantonales de Genève, à un moment donné où je faisais des recherches sur l'anonymat. Je m'intéressais à l'anonymat parce que dans les archives, quand on dit auteur inconnu, pendant très longtemps, on a mis auteur inconnu au masculin. Et donc auteur inconnu au masculin, ça veut dire que nous, on n'existe pas dans l'auteur inconnu. Nous, les filles, le genre féminin, on n'existe pas. Donc c'était un peu une double punition. Et donc aller chercher les anonymes, c'était peut-être trouver du féminin. Et bingo, ça a marché, puisque je suis tombée sur le cahier anonyme d'une prostituée, d'une jeune femme de 18 ans moins 3 mois, qui tient acte de sa vie par l'écriture. Alors Maïté Garcia va découvrir que ce n'est pas vraiment par l'écriture qu'elle le fait, mais c'est un cahier d'écriture que j'ai dans les mains. Et j'ai ce cahier et je cherche une écriture. Alors pourquoi je vais vers Maïté ? Celles et ceux qui la connaissent intimement le savent déjà. Maïté, c'est quelqu'un qui écrit. Ce sont ces écrivains qui n'ont pas encore fait de livre, mais qui sont écrivants. Écrivants dans leur manière d'être vivants. Écrivants dans leur manière de se servir de l'écriture pour faire lien, écoute, empathie et réparation. Et donc il fallait, pour se saisir de la parole d'une jeune femme prostituée qui a été meurtrie par la vie, quelqu'un qui soit assez humble et assez généreux et assez puissant dans son écriture pour se saisir de ce document par en dessous et non pas par-dessus. Il est hors de question d'aller chercher une plume qui va utiliser l'archive pour elle-même, qui va se servir de l'archive pour briller par elle-même. Ça serait une grave erreur. Ça serait une double trahison pour l'archive qui est déjà amputée d'avoir été dans le silence pendant si longtemps. Donc il fallait trouver une plume qui ait la générosité d'entrer dans le document par en dessous, de le soulever, de faire qu'il émerge de l'ombre pour aller vers la lumière. Et c'était évident que c'était Maïté. Voilà, pour 1000 raisons, parce qu'elle a tout ceci, mais aussi, et je le dis dans la postface, parce que Maïté, c'est une femme qui regarde. Et qu'un document d'archives, la première chose à faire, c'est le regarder. Vous me direz, l'écriture commence par le regard. Certes, mais c'est pas si évident. Et donc, Maïté est quelqu'un qui regarde des tableaux. Et donc, confier le journal anonyme d'une prostituée de 1890 à une historienne de l'art spécialiste de Velázquez de Goya n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Parce que ça marche. Parce que ça donne quelqu'un qui sait écrire sur ce document dont elle va vous parler. L'autre manière de travailler l'archive, c'est de demander à une plume dont on sent la force, dont on sent la poésie, dont on sent ce même écoulement de rivière, c'est-à-dire transporter avec soi une histoire pour aller vers les autres, et c'est d'aller voir cette plume et de lui dire « Est-ce que tu veux rejoindre la collection et est-ce que tu veux trouver ton propre document ?» Et là, c'est le travail de Pierrine, que je suis allée voir en disant « Ton écriture est puissante, est-ce que tu veux rejoindre la collection ? Mais je n'ai pas de document. » Et donc, elle va vous raconter comment elle est allée chercher un document et comment ce document, aujourd'hui, elle travaille dessus, quelle est sa recherche. Donc voilà un peu les 3 têtes de la soirée. Moi, j'ai fini ma partie. Je vais passer la parole à Maïté. Ensuite, ce sera un petit mot, un mot de Pierrine. Et ensuite, on vous fera une toute petite lecture. Chacune donne des extraits de chacun de l'ouvrage qui constitue les premières bases de la cathédrale qui va aller très très loin, bien au-delà de ma vie, de la collection Arches vives. Alors voilà, il va falloir enchaîner. Ah oui, il faut que je parle fort et
pas loin du micro, ça va être compliqué, je vais me tordre. Oui, alors il faut que je parle fort et tu as fini cette présentation sur le mot cathédrale, ce qui évidemment pour une proustienne est assez emblématique de cet énorme travail que tu as mis en route et dont nous sommes les toutes petites pierres de fondation. Alors évidemment, prendre le relais après Carrel, ça va être compliqué. D'abord, je crois qu'il faut surtout être complètement inconscient pour dire oui à Carrel. Quand elle vient avec ce texte qu'elle m'avait déjà montré, parce que j'ai dit oui sans absolument réfléchir, pour la simple et bonne raison qu'avec Carrel, on peut sauter dans le vide sans aucune appréhension, parce qu'on sait que le parachute va s'ouvrir. Donc on sait, non mieux, le parapente. On va aller dans un très très long chemin, on va découvrir des choses sur soi, sur l'autre, sur ce qu'on croit savoir et qu'on n'avait pas compris. Et en fait, le travail a commencé, effectivement, comme elle l'a très bien dit, par mon métier d'historienne de l'art. C'est absolument une chance inouïe que de sortir de sa zone de confort. C'est un cauchemar aussi que de sortir de sa zone de confort. Donc on est entre le paradis et l'enfer, sachant que, évidemment, à un moment donné, le parapente finit par prendre de la hauteur tout seul. C'est-à-dire que quand on est aussi bien reçu, accueilli, quand quelqu'un nous fait autant confiance, le talent, il vient tout seul. Le talent de l'écriture vient tout seul. L'écriture et les mots viennent tout seuls. Donc voilà, d'abord merci à Carrel, merci à Marc, parce que je le dis toujours, ce livre est très beau. D'abord, c'est un beau livre. Ne serait-ce que pour le mettre comme ça, c'est beau. Le feuilleter, c'est beau. Vous n'avez même pas besoin de le lire. Il est beau à regarder et à manipuler. Et il tient très bien dans la main. Voilà, c'est aussi ces deux personnes qui font qu'aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous parler un peu de ce qui s'est passé. Quand elle m'avait déjà montré des images de ce texte, qui est contenu dans le petit livret rose qui est à l'intérieur du livre, comment dire, c'est comme quand on est face à un énorme chef-d'œuvre et qu'on ne sait pas par quel bout le prendre et qu'en même temps on est intimidé et qu'en même temps on veut en savoir plus. Donc il a fallu que je l'observe longtemps, que je le regarde longtemps, par image interposée. Tant mieux, je n'avais pas eu encore le papier dans les mains. Moi, l'image, c'est mon domaine, donc j'étais plus à l'aise de le regarder et de deviner petit à petit que quelque chose très vite, très très vite, bon, je pense que ça a pris 1 ou 2 jours. Je veux dire, ce n'est pas une jeune prostituée qui écrit ce récit, pour la simple et bonne raison que l'écriture est trop belle. Donc il a fallu que je comprenne petit à petit qu'il s'agissait d'un récit recueilli par une autre. Donc il n'y avait pas que moi et cette jeune femme, mais moi, cette jeune femme et une tierce personne. Il a fallu donner de la place à tout le monde. Et pour aller assez vite, pour ne pas non plus vous raconter toute l'histoire, vous dire que mon seul objectif à ce moment-là, c'était de porter ce texte. Mais vraiment porter. Je sais que l'image vaut ce qu'elle vaut, mais j'avais, dans mon esprit avait développé une image pour ce texte. Je voulais absolument être le petit coussin rouge que tiennent les enfants quand ils amènent un ciseau pour découper une de ces grandes bannières que l'on met pour inaugurer un monument. Je voulais être le coussin et il fallait que les ciseaux soient cet outil tranchant qui permettait d'aller rentrer, d'aller au-delà du récit d'une jeune prostituée. Donc c'était ma seule obsession. Et l'écriture a commencé comme ça, c'est-à-dire dans cette espèce de toboggan dans lequel j'étais rentrée, dans lequel le récit lui-même nous fait tomber, parce que c'est un récit d'une extrême dureté. Et il a fallu non, en réalité, dans cette voix que j'entendais de mieux en mieux, que j'écoutais de mieux en mieux, je devinais non plus la prostituée m'intéressait de moins en moins, cette femme qui m'intéressait de plus en plus. Et là, effectivement, c'est elle qui a fait le travail. On l'a fait à deux, c'est-à-dire que ça s'est composé, avec sa voix et avec ma plume. Un peu comme si je prenais la place de la greffière, de celle qui, écrivant le récit de cette jeune femme, nous a permis aujourd'hui de se retrouver ici, grâce à la perspicacité aussi de Carrel qui sait trouver des petites perles.
Donc voilà, ce livre était à la fois une façon de sortir complètement de mes habitudes, de mes réflexes, de mes travers. J'en ai peut-être créé d'autres, hein. Il ne faut pas croire qu'on se répare comme ça toujours. Mais c'était aussi une façon pour moi de redonner à ce métier d'historienne, quand toute historienne de l'art est historienne à la base, une dimension qui, et ça c'est un cadeau énorme, Karel, vraiment un cadeau énorme, qui m'a permis de faire entrer dans ma réflexion, dans ma façon d'aborder l'art en général, la littérature. Et de faire un espèce de coming out, effectivement, parce que la littérature a toujours animé mes études. J'ai fait de la philologie espagnole en branche B, ça se dit plus, mais c'était comme ça à l'époque. Et la philologie, qu'elle soit espagnole, anglaise ou française, bientôt allemande, c'est vraiment pour moi plus que vital. C'est-à-dire que lire et écrire et voir sont des actions qui sont complètement entremêlées. Et ce livre m'a permis de, tout d'un coup, cristalliser, matérialiser cette sorte d'envie qui était là et que je dois à Marc, effectivement, et à Karel ensuite. Est-ce que tu peux dire juste un mot sur ce que ça a été pour toi de travailler sur un document aussi sensible que l'aveu d'une jeune femme qui, parce que pauvre, se retrouve prisonnière en maison close, et le fait que tu as vécu avec elle pendant plusieurs mois, que c'est pas un sujet forcément très léger, que ça a force de témoignage. Est-ce que tu peux nous en dévoiler un tout petit peu sur ce document-là ? Alors, il y a une chose quand on est historienne de l'art, on apprend à regarder, et on apprend à regarder beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas toujours agréables à voir. Je ne parle pas des mauvais tableaux, hein. Je parle par exemple de la série des désastres de la guerre de Goya. Pour ceux qui la connaissent, travailler sur cette série, comme je l'ai fait il y a quelques années de ça, c'est apprendre à développer une sorte de résistance au pire. Et parce que justement on n'est pas que dans l'émotion, on arrive à rentrer dans ce qui se cache derrière la dureté du témoignage. Je crois que c'est ça qui m'a permis d'aller jusqu'au bout et qui m'a permis aussi au moment les plus difficiles de ce récit, hein, de même que dans les gravures les plus insupportables des désastres de la guerre de Goya. J'ouvre une parenthèse, mais il y a par exemple dans les 80 planches, il y a 5 gravures qui montrent des viols. C'est un sujet qui n'existe pas, hein, au début du 19e siècle, le viol. Le viol, c'est un crime contre l'humanité, c'est très récent. Et c'est dans les années 2000 hein, qu'on a enfin condamné le viol comme crime contre l'humanité, crime de guerre. Donc quand Goya ose graver 5 viols, chose que ne peut pas faire un photographe, vous êtes confronté à des moments très... Il faut faire des pauses, hein, dans ce genre de cas, il faut faire des pauses. Et c'est ce que j'ai fait avec le récit de cette jeune femme que j'ai appelée initiale d'un prénom que j'ai inventé, pour moi. Ça reste une chose privée entre elle et moi. Et je crois que c'est ça qui m'a permis régulièrement de rester, non pas à la surface des choses, mais d'essayer que cette surface et cette dureté de son témoignage ne dissimule pas qui était derrière le témoignage. Et de révéler non pas seulement ce qu'elle vit, mais ce qu'elle est profondément, à savoir une femme d'une résistance absolument... comment vous dire ça, pas à toute épreuve, c'est une résistance, une intelligence qui force le respect et qui m'obligeait moi à être de plus en plus fine dans ma façon de la porter, de plus en plus profonde pour essayer de vraiment comprendre qui elle était. Et je pense que là, mon métier d'historienne de l'art, justement, apporte quelque chose qui va échapper peut-être aux historiens. Est-ce que tu peux dire un tout petit mot sans le dévoiler, mais sur le choix que tu vas faire des images de la seconde partie ? Oui, alors l'illustration, c'est un beau livre et très, très, très bien illustré. Il y a 2 séries d'iconographie. La première, Marc nous a trouvé des très, très belles images d'un Paris 19e qui va vous faire penser à Zola, mais pas seulement, à beaucoup de films que vous avez vus. Et dans la deuxième partie, et ça c'est grâce à mes collègues du Centre d'iconographie de la Bibliothèque de Genève, que j'avais pris connaissance d'une photographe qui s'appelle Valentine Mallet.
une photographe genevoise, hein, qui est absolument contemporaine de cette jeune prostituée et qui n'est pas connue, qui a disparu, qui était une photographe d'un milieu relativement aisé, qui n'a pas cherché à être connue, mais qui fait des photographies qui, pour moi, ont la qualité et l'aspect magique de Eugène Adjet. Pour ceux qui connaissent un peu la photographie, c'est absolument remarquable. Là aussi, c'est un travail qui dort dans les archives du Centre d'iconographie, qui a été étudié par une jeune étudiante il y a de ça 4, 5, 6 ans, je ne sais plus très bien, qui s'appelait Merlini, je ne me souviens plus de son prénom. Et cette jeune fille avait effectivement, grâce à Nicolas Chéty, qui lui avait sorti ce fonds, fait une petite brochure et j'en avais pris connaissance. Et ça n'a pas arrêté de m'habiter pendant que j'écrivais. Je revoyais les pavés de Genève de cette époque-là. Et effectivement, c'est une façon aussi de rendre hommage à une autre femme, visuelle celle-ci, une photographe. Et donc, il y a comme ça des rencontres où on se sent manipulé par les défuntes et on ne fait que suivre ce qu'elles nous demandent de faire. Donc, j'ai obéi. Ce que je peux peut-être préciser à ce stade, c'est à quoi ça sert une collection. Une collection, c'est essayer de faire famille. C'est essayer d'avoir le plus possible l'ensemble de quelque chose. On collectionnait malheureusement des papillons pendant longtemps. On peut collectionner des jouets, des timbres, mais on essaie de rassembler tout le monde. C'est ça le principe d'une collection. Donc là, vous êtes les témoins amicaux, privilégiés, pas pour nous, mais d'être nous avec vous, du démarrage de cette collection qui, c'est pour ça que je disais qu'il nous dépasse. C'est-à-dire que l'enjeu, il est bien au-delà. L'enjeu, il est de donner de la voix petit à petit à toute cette petite voix, document après document, mais en sachant que nous faisons des livres mano à mano avec Marc. Et c'est peut-être ce petit détail que je voudrais préciser, c'est que je suis allée approcher une écrivaine dernièrement et je lui disais, c'est pas une collection comme si vous rentrez chez Gallimard. Moi, je suis dans une collection Gallimard, c'est un boulevard, vous êtes un parmi des milliards, et c'est très bien là où c'est. Là, les livres sont faits à partir du document. Ils sont conçus, imaginés à partir du document. Donc, si vous prenez simplement Le Lire l'immensité, donc le format correspond presque au cahier d'origine du jeune paysan. Et vous avez à l'intérieur, et ça sont des choix graphiques de Marc, mais vous avez le cahier tel que moi je l'ai découvert, avec cette écriture minuscule qui vous happe, qui vous attrape comme un paysage, un territoire dans lequel vous vous noyez. Et donc, il y a eu toute une réflexion, et Marc, très vite, a dit il faut faire un écrin à ces documents. Et le mot d'écrin, il est en train de rester, même s'il prend des variantes. Le livre qui est ici, Maïté voulait quelque chose qui se tienne dans la main, mais évidemment, ça ne vous échappe pas le travail de couleur ou d'intention. Et puis, la volonté de mettre le document originel en entier à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas des cahiers Gabu, parce qu'il y en a 46, mais vous avez l'entièreté du texte à l'intérieur. Et donc, ça veut dire que chaque livre, c'est des réunions, des échanges, des discussions, où on essaie de comprendre quel sera le meilleur livre à concevoir pour porter ce document. Et dans le cadre de Pierrine, qui vient d'avoir ce rendez-vous de décision du matériau, des papiers, de la couverture avec Marc, il y a quelque chose d'autre qui est en train de se penser et qui est complètement au service du document. Donc peut-être juste pour t'introduire, pour la partie de Pierrine. Donc Pierrine, toi tu es partie à la recherche de documents. Et alors ce qui est assez beau, c'est qu'on passe de la prostituée à la sœur. La prochaine, c'est la Vierge Marie, parce que sinon je ne vois pas. Donc si quelqu'un a un égo document sur la Vierge Marie, je suis preneuse. Un linceul qui traîne. Mais donc on passe effectivement de la prostituée à ces sœurs qui historiquement avaient pour fonction, pour promesse de prendre soin des autres, et notamment des incurables. Et c'est comme ça que toi, en fouillant à partir de ce mot sœur, tu as découvert ton document d'archive. Je te laisse la parole. Demain, je vais à l'hôpital de Loing, où travaillait cette sœur et où elle a tenu ses carnets. Ça fait bientôt 1 an que je les ai découverts, ces carnets. J'y ai toujours pas mis les pieds à Loing, je ne sais pas pourquoi. Mais demain, j'y vais. J'y vais aussi parce que je ne vais pas pouvoir écrire sans y aller. Maintenant, ça suffit de... Voilà. Mais ça fait aussi que c'est difficile de vous parler ce soir parce que c'est un moment...
ça aurait été plus facile il y a quelques semaines encore. C'est le moment de toutes les, je sais pas comment on dit ça, les mauvaises questions, les fausses bonnes idées, tout ça. Et je me suis dit, si je vais à Loie, tout ce qui est à côté de la plaque normalement, ça va tomber. Parce que ça va pas résister au lieu. Et je voudrais dire aussi, on pourrait se demander comment ça se fait au début du travail à ce point de déjà aller faire une sorte de maquette de ce livre physiquement. Et je me le suis dit moi-même, est-ce que c'est légitime de faire ça? Est-ce que ça, on ne sait pas encore ce que je vais dire et on fait l'objet, voilà. Mais en fait, c'est très juste parce que moi, je vais pas faire grand-chose à part de transmettre l'archive. Et donc, on n'a pas besoin de savoir comment je vais le faire pour savoir quelle écorce ou quelle coquille ou quelle je sais pas quoi on peut mettre autour du document qui a lui déjà ses caractéristiques physiques et notamment aussi la caractéristique d'être né au bord du Rhône et de ressembler dans sa douceur, dans la constance des notes qui sont prises jour après jour sur les malades, avec une forme de, pas de légèreté, mais de simplicité et de franchise. Quelque chose qui petit à petit faisait penser à un galet, à une chose polie, qui se fait avec le temps. Et donc j'espère que ce livre ressemblera à une coquille d'œuf ou à un galet, on verra. Peut-être tu peux dire un mot sur l'archive elle-même? Juste son identité, très simple. Son identité très simple, c'est-à-dire À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est? Combien? Comment? C'est pas une feuille, c'est pas un cahier. Oui, alors, si vous êtes d'accord, si elle est d'accord, qui dirige la collection, moi j'aimerais mieux vous lire les 10 lignes où je décris cet objet plutôt que d'essayer de vous dire ce que c'est en ayant peur de vous, je préfère. C'est c'est à la fois les premières impressions et la description de ce carnet. Heureux carnet, mince, fin, 4 fois bleu, paisible compagnie calme et silencieuse dans une grande enveloppe blanche, repliée sur un geste et sur un souffle. Celui de la sœur principale de l'asile de Loie à Bernay, dans le canton de Genève, entre 1952 et 1955. Sœur L, soignante, responsable des veilleurs et des veilleuses, et de 4 autres sœurs, qui a tenu ses carnets à l'intention de la directrice de l'établissement, Madame P, pour lui rendre compte de l'état des malades et de la vie courante de l'asile. Madame P les a visés plus ou moins régulièrement, parfois commentés, souvent laissés sans réponse. La sœur a continué de les tenir. La relative absence de Madame P n'a pas creusé de manque. Car à ses carnets, la sœur dit tu, comme à Dieu. Ce sont donc 4 cahiers physiquement, mais un seul carnet, cher carnet. S'adressant à lui, elle regarde au-delà de l'asile et de ses pensionnaires, ou en deçà, en elle-même, au point de contact avec quelque chose de plus grand qu'elle-même. Sœur tendre et terrestre, intime de sa foi et amie de son Dieu, habitée d'une parole singulière, puisée dans son amour d'exister, qui tient pour un seul l'espace du soin et celui de la rencontre, recevant ensemble l'autre et le monde qui le lui donne. Ces notes, rédigées aux heures perdues qu'elle n'avait pas, forment à elle seule un geste de soin, au sens qu'on peut vouloir garder ou rendre à ce mot, c'est-à-dire un geste qui se soucie de la place des uns et des autres et des conditions dans lesquelles cette place est occupée. Alors, on avait un accord toutes les deux, parce que moi je sais lire, hein, ça c'est sûr, mais pas aussi bien que Karel. Donc je voulais que ce soit elle qui lise un passage. Ouais, je vais prendre un peu avant, si tu permets. Oui. Tout dire n'est sans doute pas l'essentiel. L'essentiel, elle le glisse entre les lignes. Il est facile d'entrer en maison publique, difficile d'en sortir. Cela peut prendre des années, entre 7 et 9 ans dans son cas. Calcul vague dont le seul et dérisoire mérite aura été de nous faire songer à Ulysse. En refermant le cahier, le film des images imaginées repasse en boucle. Il contient une épopée qui, comme toute épopée, commence mal, évolue chaotiquement, où l'héroïne chute et se relève, chute encore et se relève à nouveau, et se libère enfin. Mais cette libération nous insatisfait. Son happy end n'est pas le nôtre. Nous avons pris soin de ne rien présupposer, de nous dissocier d'elle que le temps d'une transcription pour ne pas prendre parti. Et voilà qu'une seule phrase, peu avant la fin,
nous fait perdre l'équilibre. La phrase est parfaitement claire, mais le sens des mots glace le sang. Elle est consolée, nous ne le sommes pas. Victime, elle ne l'est pourtant toujours pas, mais l'évidence, cette fois-ci, n'est plus admise sans questionnement. Quelque chose, semble-t-il, lui échappe. Et nous voudrions le lui dire, ou au contraire, ne pas le lui dire. D'abord en raison d'un doute sémantique. Avons-nous vraiment compris le sens de cette phrase ? Ensuite, en raison d'un sens de la retenue endémique et connue de celles et ceux pour qui l'histoire, et bien sûr l'histoire de l'art, est une discipline rigoureuse, éviter les pétitions de principe est un jeu savant, vertigineux et réjouissant. Car lorsqu'on est assailli par une colère triste et une crainte sournoise de n'être pas arrivé à bon port, un génie caché vient nous rappeler à l'ordre et ne prononce qu'un mot, recule. Recule, parce que pour voir un tableau, il faut en prendre, mais aussi parce que ce mouvement de retrait s'est ici imposé brusquement. Ouvrez les guillemets. Et je lui dis, vous savez, sœur Lina, je ne veux plus retourner en maison, je me fais opérer exprès, car je pensais en faisant tout enlever, je ne pourrais plus rien faire. Fermez les guillemets. Quelque chose a résisté à l'idée de lire cette phrase et dans le même temps de la comprendre. Comme si le corps, faisant un écart pour éviter la faille qui s'ouvrait sous ses pieds, se refusait à en mesurer la béance. Tout enlever, ne plus rien faire. L'effroi ne passe pas. 120 et quelques années nous séparent de cette femme qui, un jour, vers 1897 ou 1898, s'est fait tout enlever. Je vais terminer par un tout petit extrait pour pas vous laisser dans ce... Sinon, c'est double tournée de whisky. Cela étant, pour le bar, c'est plutôt pas mal. Je voudrais vous lire un extrait de Bleuir l'immensité qui rebondit sur l'extrait que vous a lu Pierrine. Du coup, j'ai changé ma lecture. Mais qui est le début de la recherche, qui est ce moment toujours vertigineux où on est un peu perdu. Donc la première page s'appelle Ouverture. Vous savez, il y a Rainer Maria qui a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit « Écrire, c'est poursuivre la phrase laissée en point de suspension par l'écrivain précédent ». Moi, j'ai un peu l'impression que c'est la vie tout court. Mais j'aime bien commencer en rendant hommage à quelqu'un. Et il y a un poète que j'aime beaucoup, qui est un poète belge, qui s'appelle Fernand Dumont, qui est mort, déporté, enfin, peu importe. Enfin, pas peu importe, mais c'est pas le sujet ce soir. Ça viendra, les prochaines archives. Dans un ouvrage intitulé « Dialectique du hasard au service du désir », le poète surréaliste belge Fernand Dumont expose pourquoi, selon lui, derrière le hasard d'une rencontre, se cache en réalité le désir secret qu'elle advienne. Et pourquoi finalement le hasard n'est qu'à l'écoute de nos désirs, qu'il ordonne. En ce jour d'été 2016, dans la tranquillité d'un village suisse du Val-de-Bagne, lorsque furent déposées sur la table d'études où je me trouvais 2 boîtes grises, se tenait ainsi, tapis derrière ce hasard, une appétence véritable pour tout ce qui touche à l'archive, particulièrement les archives écrites. Je n'étais pas là pour ces boîtes, je venais simplement échanger avec les historiens du lieu. Cependant, elles allaient consumer ma curiosité. Mais s'il est un personnage clé à présenter en introduction de ce livre, ce n'est pas le hasard, c'est la vache d'airain. Les vaches d'airain sont des vaches noires qui ont, parmi d'autres caractéristiques singulières, celle d'aimer le combat. Chaque année, sur les alpages, elles s'affrontent afin d'élire leur reine, qu'elles respecteront et qui aura droit à la meilleure herbe de l'alpage. Le titre glorieux change plus d'une fois dans la journée, glissant d'une corne à une autre. Assis sur leurs rochers, griffonnant sur leurs carnets, les bergers tiennent les comptes des victoires et des défaites. Ils connaissent chacune des vaches, les observent avec soin, ne ratent pas un seul combat, quand bien même plusieurs auraient lieu en même temps. Préliminaires d'avant la finale, ils sont l'entraînement au duel ultime. Ils savent aussi qu'une reine, c'est berger. Ils savent qu'une reine qui perd est une reine à consoler avec le plus grand sérieux. Les combats m'intéressent. Ceux où il s'agit non pas d'abattre l'adversaire, mais de s'y mesurer. Un jeu d'équilibre et de respect. Ils m'intéressent parce qu'ils disent qu'un combat, inoffensif, est mené avec élégance et la politesse d'êtres qui ont à vivre ensemble. Et parce qu'il est rituel.
Les langues m'intéressent. Elles racontent l'humanité. Et derrière la vache des reins, il y a une langue vernaculaire, car la vache des reins parle le patois. Essayez donc de lui parler français, elle n'en écoutera mot. Elle aime les langues qui chahutent et poétisent, les langues de la terre. Et si je me suis retrouvée en face d'une vache noire un jour de printemps, c'est parce que me captivaient donc ces dialectes du Valais, ceux que l'on parle encore d'une vallée à l'autre et d'une vache à l'autre. Voici comment, de recherche en rendez-vous, ont donc un jour été ouvertes ces 2 boîtes d'archives. Parce que je fouillais la terre valaisanne et interrogeais son langage, et parce que cela m'avait poussé à ouvrir la porte du Centre régional d'études des populations alpines, dit le CREPA, où elle m'attendait. Ces 2 boîtes contiennent des documents exceptionnels. Les écrits d'un jeune homme, berger de son état. Et je n'imaginais pas combien cette découverte allait soulever de questions. Aussi, au seuil d'en présenter le récit, ce que je suis en mesure de dire, c'est que le combat fut rude, qu'il n'est pas sûr qu'il ait été gagné, mais qu'il fut heureux. Merci de votre attention. Quelques mots sur le titre. Oui, le titre « Je n'étais plus aussi bête qu'au commencement ». Je ne sais pas encore aujourd'hui comment Marc a fait pour mettre une phrase aussi longue dans un si petit format. C'était peut-être pour ça que j'ai choisi ce titre. Non, plus sérieusement, c'est une phrase évidemment que prononce cette jeune femme. Pas forcément un moment charnière, mais pour moi, ça a été un moment où quelque chose en elle a décalé le présent du passé. Alors je l'ai dit un peu en ouverture, je suis très proustienne. Mais dire je n'étais plus aussi bête qu'au commencement, je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est proustien. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. C'est la même phrase. Et là, il y a vraiment un point, en tout cas pour moi, dans ma façon de lire son témoignage, qui a fait ce point de bascule pour moi. Et je pense que elle, dans sa vie, c'est le moment où tout a commencé à changer. Sa perception de son quotidien a commencé à changer. Et puis ça me parle. Moi aussi, je suis moins bête qu'au commencement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il faut lire l'archive avant de lire le travail ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Il faut savoir une petite chose quand même, c'est que ce texte, j'ai mis longtemps à me décider, mais il est écrit sans respiration, sans ponctuation, le texte original. Je l'ai restauré. Évidemment, vous voyez, j'emploie des termes typiquement de l'histoire de l'art. Et j'ai véritablement pesé le pour et le contre. Quelqu'un m'avait dit ça récemment, là, au rendez-vous de l'histoire à Blois. Il me dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait du Valère Novarina ? Donc, c'est du texte sans ponctuation. Et en fait, moi, ce que je voulais vraiment, c'était porter à nouveau ce texte vers n'importe qui. Si je le laissais comme du texte de Valère Novarina, ça n'atteignait qu'un tout petit public. J'aimerais que ce texte atteigne tout le monde. Ça veut dire que le texte que vous allez lire, c'est effectivement le texte original. Je n'ai pas changé un seul temps. Je n'ai pas changé les concordances de temps erronées. Mais j'ai corrigé toutes les fautes d'orthographe. J'ai mis des guillemets. J'ai mis des points d'exclamation, j'ai mis de la ponctuation, je suis revenue à la ligne, j'ai mis des points de suspension. J'ai essayé de retrouver une voix orale. Ceci étant dit, je n'ai pas la réponse à cette question. Je crois qu'on peut tout faire avec un livre. Le lire par le début, par la fin, par le milieu. Voilà. Moi, je crois que mon chemin, il est écrit évidemment du début jusqu'à la fin. Avec le texte au milieu, on comprendra pourquoi. Enfin, au milieu, non, à la fin du premier tiers, on va dire comme ça. Donc voilà, il y a quand même un avant la transcription de ce texte et la correction de ce texte, et un après. Donc après, libre à chacun. Je ne sais pas. Bonne question. Pour faire jouer le fait qu'on va trinquer et discuter, je voudrais vous dire qu'est présente parmi nous Suzanne Samanchi, qui est ici
Et je prends la peine de vous en parler parce que je suis dans un projet qui s'appelle Écrire encore, Weiterschreiben, qui vient d'Allemagne et qui met en union des écrivains en exil et des écrivains non exilés, quoique on est un peu toujours en exil, mais pas de la même violence. Et donc Suzanne Samanci est une auteure kurde qui écrit dans sa langue. Je vous laisse deviner quelles sont ses difficultés et qui ne peut plus remettre un seul orteil, cheveux, crayon en Turquie. Et comme Suzanne apprend le français, travaille un peu et que nous travaillons ensemble et qu'elle a une écriture d'une grande puissance, d'une très grande poésie, je voudrais vous lire un extrait d'une lettre, d'un mail qu'elle a écrit il y a peu. Si tu m'y autorises, Suzanne, je peux ? Parce qu'il m'a bouleversée et que je trouve qu'il qu'il dit beaucoup de choses et ça vous permettra aussi peut-être d'aller parler avec Suzanne. Donc elle réagit au fait que Écrire encore, Weiterschreiben vient de recevoir un prix pour le travail qu'il mène avec les auteurs en exil. Donc elle a fait une petite lettre qui est, je pense, un début de travail. Même si l'homme qui a créé cette haute technologie n'arrive pas à créer la paix et la tranquillité entre lui et ses semblables et que ces sales guerres continuent, nous continuerons à écrire. Je crois que le salut de la nature et de l'humanité, qui sont pétrifiées et détruites par les guerres, ne peut être atteint que par la conscience de la littérature et de l'art. Pour que ce projet de correspondance entre les écrivains en exil et les autres ait un sens historique et laisse une trace, il faut aller au-delà de quelques publications sur un site et faire une histoire, la grande. Si je parle de ma propre aventure littéraire, je suis partie seule de Diyarbakir au Kurdistan en Turquie. J'étais entourée d'un triple siège, une société traditionnelle patriarcale et l'oppression de l'État. Je n'avais pas la possibilité d'écrire dans ma langue maternelle, c'était une langue interdite et non la langue de l'éducation. Comment allais-je écrire de la littérature dans la langue parlée à la maison ? Si la littérature n'est pas féminine, même à l'échelle mondiale, imaginez la littérature au Moyen-Orient. En tant que Kurde, en tant que femme, je devais faire de mon mieux pour que les portes s'ouvrent à moi. En fin de compte, j'ai travaillé avec beaucoup d'amour et de discipline, et mes livres ont été publiés dans les maisons d'édition les plus prestigieuses de Turquie. Elles ne m'ont pas rejetée parce que je faisais de la très bonne littérature, mais la littérature était déjà sous le mécanisme et le contrôle de l'État, tout comme sous le régime mafieux de la Turquie, où la mafia littéraire s'est établie. Être kurde, être l'autre, c'est partir de zéro. De plus, si vous dites la vérité, si vous êtes contre le régime, votre travail devient plus difficile encore. Il en a toujours été ainsi, il en sera toujours ainsi. Les 2 agences de traduction en Turquie ne sont pas indépendantes, mais soutenues par le ministère de la Culture. Une liste d'auteurs est envoyée. L'État dispose donc d'une liste noire. En 2015, j'ai signé avec une agence de traduction. Ils ont dit qu'ils seraient heureux de traduire mes livres. Mais quand ils n'ont rien fait pendant 5 ans, je me suis dit « Suzanne, ne sois pas si naïve. » J'aime bien, tu écris naïve, N-A-H-I-V. C'est joli. Bien sûr, entre-temps, ils traduisent 1 ou 2 Kurdes. Ce sont des cartes vertes à utiliser en cas de besoin. J'ai consacré 35 années à la littérature. Il y a un dicton en turc qui dit « Parler de soi ailleurs, c'est comme chanter dans un bain turc. » Les romans que j'ai écrits sont des romans à l'échelle de la littérature contemporaine. Pardonnez-moi de le dire et d'être obligé de le dire. Je n'ai ni la puissance économique pour les faire traduire, ni les compétences pour établir des relations avec les médias. Mais sans ce projet, que la Suisse porte, et si vous ne m'aviez pas trouvé, j'aurais écrit en silence dans mon coin, souffrant, espérant. Ce projet devrait et doit inclure la traduction de livres kurdes. J'aimerais poser ma candidature à Helvetia, solliciter votre aide, faire que ce projet de correspondance aille au-delà. Je vous envoie le synopsis, mais surtout, mes meilleures choses pour les jours à venir. Merci Suzanne.